Bonjour. En 2017, un examen détaillé au scanner de la mandibule de Grecopithecus frebergi par une équipe germano-canado-bulgare a révélé une fusion des racines de ces deux prémolaires, caractère que l'on retrouve principalement chez les hominina. Grecopithecus était déjà considéré par une majorité de chercheurs comme un hominina probable. Grecopithecus est un genre constitué par des fossiles trouvés dans deux endroits différents. Une mandibule avec 3 fragments de dents, 2 molaires et une prémolaire trouvée à Pyrgos Fasilicis en Grèce et une prémolaire à Tchirpan en Bulgarie. La mandibule et ses fragments de dents furent trouvés en 1944 et la dent isolée en 2011. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est que les opinions sont très divisées. Certains scientifiques, comme le professeur David Began, pensent qu'il s'agit d'une espèce hominina, c'est-à-dire qui fait partie de la lignée humaine. D'autres, comme le professeur Peter Andrews, pensent qu'il s'agit d'un hominidé, donc non relié directement à la lignée humaine, établissant ainsi le fait qu'il pourrait s'agir encore d'un hominoïde. Le problème, c'est que ce fossile est plus vieux que Toumaï, le plus vieux hominina connu et qui a été retrouvé dans le nord du Tchad. Toumaï qui lui-même a complètement bouleversé la thèse du berceau de l'humanité subsaharien. Je rappelle que l'on ignore les origines de Toumaï, sinon que les concrétions trouvées sur son crâne indiquent qu'il vient d'une région qui n'a rien à voir avec le Sub-Sahara. Je vous dis ce que Michel Brunet, le découvreur de Toumaï, écrit à propos de ces concrétions dans son livre d'Abel à Toumaï. Continuité hydrographique entre le lac Tchad et le bassin de Sirte en Libye, attestée par la présence de 2 espèces potamophiles. Absence de continuité hydrographique avec l'Afrique orientale, marquée par 2 espèces différentes d'hippopotames et l'absence d'anthracotère à l'est. Ce qui veut dire que ne sachant pas si ce crâne qui constitue le fossile appelé Toumaï n'a été déplacé par les vents ou autre chose depuis les 7 millions d'années qui le datent, nous savons qu'il vient d'un biotope syrtien, donc du sud de la Libye, qui n'a rien à voir avec un biotope subsaharien. Si le Tchad est un pays majoritairement de culture subsaharienne, le biotope du Nord correspond au nord de l'Afrique et a de tout temps été colonisé par les Berbères. La configuration du Tchad actuel date de 1880 et est le résultat de négociations entre la France et l'Allemagne. Par ses caractéristiques qui ne renvoient pas au Sub-Sahara, les gens qui connaissent le dossier Toumaï savent que parce qu'il sort de ce contexte de localisation, il pose déjà en lui-même énormément de problèmes sur l'origine subsaharienne du berceau de l'humanité. De plus, et ça c'est anecdotique, mais pas tant que ça pour le déroulement de l'histoire, quand on analyse les australopithèques comme Lucie, trouvée en Éthiopie, on sait que les territoires subsahariens n'étaient à l'époque qu'une excroissance du biotope turc et que la possibilité que les hominina viennent de cette latitude-là est une considération sérieuse pour certains scientifiques. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est probable que la race noire soit une apparition très récente dans l'histoire de la lignée de l'homme. Il ne faut donc pas mélanger les premiers hominina et Homo retrouvés au Sub-Sahara avec la race noire qui a pu très vraisemblablement surgir après. Même si le paléoanthropologue Pascal Pic est un de ceux qui pensent que l'origine de la lignée humaine se situe au Sub-Sahara, il explique très bien ces sujets dans son livre « Au commencement était l'homme ». Toumaï est un crâne qui date de 7 millions d'années. Le Grecopithecus a quelques centaines de milliers d'années de plus, ce qui veut dire que finalement, Toumaï est dans les considérations actuelles très près du début de la lignée humaine. Cette annonce sur la découverte du Grecopithecus est un sisme dans la communauté scientifique et surtout dans l'histoire officielle que l'on nous raconte à propos du berceau de l'humanité qui, selon la bien-pensante UNESCO, se trouve au Sub-Sahara dans le tome 1 de l'histoire générale de l'Afrique qui date du début des années 80 et qui n'a pas été corrigé depuis. Ce que j'ai pu constater, c'est que le choc parmi les scientifiques qui n'ont jamais remis en cause l'origine subsaharienne du berceau de l'humanité est aujourd'hui grand. Je profite de cette vidéo pour reprendre tout ce que j'ai déjà dit en faveur d'un berceau de l'humanité qui ne se situe pas au Sub-Sahara. D'abord, les fossiles les plus anciens de nos ancêtres ont tous été retrouvés dans la latitude asiatique, qui comprend, comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, l'Afrique du Nord, la plaque arabique, l'Inde et l'Asie.
Il s'agit donc de nouveau d'un berceau de l'humanité à roulettes. Ainsi, les premières superfamilles de nos ancêtres viennent de cette latitude, c'est-à-dire les anthropoïdes et les hominoïdes. On sait que les anthropoïdes se sont déplacés d'Asie vers l'Afrique. Charles Darwin dit déjà dans La descendance de l'homme que pour qu'une structure corporelle type se forme, il faut qu'elle soit validée par les forces géologiques avant d'entrer dans sa phase d'expansion. Et là où les forces géologiques sont les plus fortes, c'est la latitude asiatique, parce qu'elle soutient le haut de la planète et, en même temps, doit opposer une résistance à la partie basse. Sylvana Condemi, une paléanthropologue, cite les découvertes très importantes de Jean-Jacques Geiger sur les fossiles d'anthropoïdes de Thaïlande, qui est une excroissance de la latitude asiatique. Les mécanismes de l'évolution que ceux-ci mettent en évidence donnent des indices très importants de ce que la latitude asiatique est l'espace de l'acquis de cette résistance essentielle, préalable à ce que l'espèce atteigne sa phase de développement. En fin de la décennie de 2010, 2 trouvailles d'indices qui accréditent la latitude asiatique ont été faites. D'abord l'homme de Dali en Chine et ensuite les Homo sapiens de Djebel Irhoud au Maroc qui ont une relation tellement étroite les uns avec les autres que les haplotypes de la thèse Out of Africa s'en trouvent au plus mal. On reviendra en fin d'émission sur le rôle de la génétique dans le berceau de la civilisation. Mais pour le moment, il est à constater que de plus en plus de chercheurs se tournent, et ils sont une majorité, vers une origine plus au nord du Sub-Sahara pour expliquer l'apparition des populations de ce nord. Il devient bien clair que c'est l'homme de Heidelbergensis de la latitude asiatique qui est le plus proche parent des plus vieux Homo sapiens. Le premier outil en pierre taillée est découvert en Algérie à Aïn Bouchirit. Michel Brunet et Jean-Jacques Geiger ont trouvé dans ces fameuses fouilles libyennes des fossiles d'anthropoïdes à foison. La latitude asiatique, cette fois en Libye, ne cesse de fournir des éléments dans le sens d'être la terre du berceau des superfamilles primates. Et ce genre de liste pourrait ainsi s'allonger. Au Miocène, entre 20 000 à 17 millions d'années, les grands singes hominoïdes conquièrent la planète. Ils se sont préalablement débarrassés de leur ennemi à queue, les cercopithèques. On retrouve donc les hominoïdes en dehors de la latitude asiatique, au nord et au sud. Leur espace dépasse l'Europe méridionale pour le nord et, quant au sud, ils investissent le Sub-Sahara. Cette nouvelle configuration d'espace se retrouve bien sûr plus à l'est. On appelle cette période l'âge d'or des hominoïdes. Puis, il y a environ 7 millions d'années, ils quittent ces espaces pour se replier uniquement sur la latitude asiatique. Ce que nous dit la théorie de l'UNESCO sur le berceau de l'humanité est que des hominoïdes sont alors revenus vers le Sub-Sahara et y ont donné naissance à la branche humaine. Cette théorie se base sur les génomes d'hominoïdes les plus anciens retrouvés qui correspondent à cette période. Rappelons que le nord de l'Afrique et la latitude asiatique, en général, ne conservent pas les génomes aussi anciens comme le Sub-Sahara les conserve. Ainsi, Toumaï a causé énormément de problèmes à cette théorie, parce qu'il se retrouve complètement délocalisé vis-à-vis d'elle en tant que premier fossile appartenant à la branche humaine. Et le Grecopithecus produit le même effet. Son fossile est dans une position beaucoup plus proche de la transformation des hominoïdes en hominina que n'importe quel autre indice avant lui, au point même de supputer que la branche humaine est apparue entre les Balkans et la Grèce à cause des conditions climatiques particulières de cette époque qui ont permis dans ce lieu spécifique l'apparition de cette branche. Ainsi, la théorie officielle n'est pas simplement ébranlée dans ses origines, mais aussi l'histoire des déplacements et du développement de la branche humaine sont officiellement aussi ébranlées avec. L'UNESCO choisit de donner les financements et la médiatisation en fonction de ce qu'elle a toujours jugé comme étant à attribuer à la théorie la plus pertinente et qu'elle défend dans ses publications avec un parti pris officieux. C'est une stratégie qui permet que les recherches aillent dans une certaine direction. Mais les éléments en faveur d'autres pistes deviennent avec le Grecopithecus accablants. Une chose est sûre, c'est que le Grecopithecus est aujourd'hui le chaînon manquant entre les hominoïdes au sens large et la branche humaine.
La théorie du berceau de l'humanité subsaharien est donc aujourd'hui une théorie avec un indice mineur par rapport à la théorie du berceau de l'humanité européen qui possède avec le Grecopithecus l'indice majeur d'elles toutes. Je pense même qu'il sera très difficile de faire la différence entre Grecopithecus et la branche humaine. À mon sens, il faudra trouver des indices qui permettent de faire la distinction, ce qui est très difficile au vu de tous les aspects que la validation de cette distinction comporte. Cette histoire est très positive dans le sens où elle rompt avec l'idée que le berceau de l'humanité est subsaharien. Ce qui est bien avec Grecopithecus, c'est que les Européens ne sont pas plus récents que les subsahariens dans la branche historique de l'humanité. Avec Grecopithecus, il est prouvé que l'Europe a joué un rôle dans l'apparition de l'homme. Je vais maintenant exposer ma thèse sur le berceau de l'humanité. On reprend donc ce qui se passe au niveau des 7 millions d'années, quand les hominoïdes se replient dans la latitude asiatique. C'est là où ma thèse diverge de celle que soutient l'UNESCO. Les hominoïdes dans cet espace donnent tout simplement naissance à l'hominina. Voilà pourquoi Toumaï y a été retrouvé. Le Grecopithecus serait donc un hominoïde qui se replie vers la latitude asiatique où sa transformation en hominina va s'y opérer totalement. Quand nous reprenons le cycle des déplacements des hominoïdes, nous nous apercevons qu'ils proviennent à leur origine de la latitude asiatique, puis ils entament leur expansion vers le sud et le nord de cette latitude. C'est à ce moment-là où ils envahissent le Sub-Sahara et l'Europe entre autres lieux. Enfin, en dernière étape, ils reviennent vers la latitude asiatique et donnent naissance aux hominina qui sont en train de reproduire exactement la même stratégie d'occupation d'espace. À ce moment-là, on parle de cycle. Comme je l'ai déjà dit, chaque superfamille valide son existence vitale dans la latitude asiatique pour se renforcer dans les plus grandes pressions géologiques de la planète et, une fois le test passé, elles occupent le nord et le sud au-delà de cette latitude. Cette expansion a beaucoup à voir avec la possibilité de ce que chaque superfamille acquiert une histoire personnelle. Cette histoire personnelle est là pour enrichir une histoire collective plus générale, celle des mammifères et de leur évolution particulière basée sur l'instinct. À un certain moment, il n'est plus possible que le tome 1 de l'histoire générale de l'Afrique continue tel quel à annoncer que l'homme est apparu dans le Sub-Sahara. Il va falloir à un moment ou à un autre corriger ce tome. Je rappelle le contenu du tome. C'est celui où est traité le berceau de l'humanité subsaharien. Rappelons aussi que beaucoup de la thèse du berceau de l'humanité subsaharien est basée sur la diversité génétique, qui explique que la Terre subsaharienne produit, grâce à sa richesse, beaucoup plus de diversité de structures types qu'ailleurs, mais elle n'apprend pas la résistance à l'environnement pour une structure type, comme la latitude asiatique. Beaucoup d'espèces de hominina ne se retrouvent nulle part ailleurs que dans le Sub-Sahara. On a même retrouvé, tellement elles sont à foison, des espèces en dégénérescence par rapport à celles de l'époque. Comme par exemple le cédibat, dont la dégénérescence est qualifiée de mosaïque originale de caractères primitifs et modernes par la revue Hominidés. Je la cite. Australopithecus cédiba présente une combinaison étrange de caractères. Les dents, le bassin et les mains sont similaires à l'homme. En revanche, les épaules, les bras, la cage thoracique et les pieds ressemblent à ceux du chimpanzé. Qui connaît le cédibat a vite compris qu'il s'agit là d'un retour des caractéristiques du chimpanzé dans l'hominina. Pour certains spécialistes, le cédibat est une espèce sans descendance, sans issue et en bout de chaîne. Son cerveau est plus petit que ses ancêtres et contemporains. Il est trop entravé dans la structure primate pour accéder à l'évolution. Pour d'autres spécialistes, le cédibat, malgré tout ce que nous venons de dire sur ses archaïsmes intellectuels et sur le retour du chimpanzé, est le chaînon manquant vers l'Homo sapiens. La thèse de ces derniers n'est en rien appuyée sur la science génétique.
La conclusion de ceci est que la diversité génétique naturelle du Sub-Sahara va dans le sens de produire beaucoup de structures types. Mais, encore une fois, et à titre d'exemple concret, seule la latitude asiatique peut produire la validation par rapport à l'environnement. La vocation par défaut du Sub-Sahara est d'exporter de nouvelles structures types au reste du monde. Mais, les seules pertinentes ne peuvent venir que de la latitude asiatique, où l'on ne fait ni ne raconte toute une histoire du métissage. Depuis la nuit des temps, cette vocation par défaut du Sub-Sahara existe. C'est aux autres territoires de comprendre leurs enjeux. D'ailleurs, la vocation à la diversité génétique du Sub-Sahara explique que l'art le plus ancien des hominina ait été retrouvé dans cet espace. L'art et la civilisation ne sont pas indissociables. On fait de l'art à propos de tout. En quelque sorte, et je peux y revenir dessus, l'art sert toutes les causes. Vers quoi cherchent à nous attirer les nouvelles formes qui nous sont proposées? À la fin de son époque civilisationnelle, est-ce des nouvelles formes dont l'Occident a besoin ou de comprendre l'origine de la civilisation à sa façon? Origine qui donne une valeur irremplaçable dans la communion des différentes civilisations. Cette compréhension est en fin de compte la seule sécurité possible de l'Occident à long terme. Maintenant, on va comprendre comment la génétique s'applique à expliquer l'histoire de la branche humaine. D'abord, le plus grand pan de cette histoire est caché par le fait qu'à peu près tous les indices sont fossilisés. Donc, il n'y a pas d'ADN pour en faire utilisation. Puis, quand la génétique peut produire son opinion, elle ne peut le faire qu'avec l'accord de la paléanthropologie. Le problème est que tous les paléanthropologues ne sont pas forcément d'accord entre eux. Avec ces points, il est explicite le rôle de la génétique dans ce genre de sujet, celui de documenter une thèse. Évidemment, certains fossiles échappent à cette impossibilité d'extraire l'ADN, comme quelques-uns qui appartiennent à l'homme du Néandertal et qui datent de 40 000 ans. C'est après ce genre de date que cela pose problème. Je sais que des afrocentristes regardent mes vidéos. Je demande aux plus militants d'éviter les commentaires qui ne vont pas dans le sens du respect de l'opinion d'autrui. Encore plus les insultes. Plutôt, je souhaite des commentaires qui permettent un débat constructif. Le podcast est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.